Est-ce que tu pourrais commencer par, du coup, te présenter, expliquer un petit peu ton métier, quel est ton poste et cetera? Oui, alors, je suis Antoine Alouani, je travaille chez Airbus DS, depuis maintenant, plus d'une dizaine d'années à Brême, et au total, ça fait 13 ans que je suis, dans l'entreprise et là, ça fait 5 ans à peu près que je suis l'ingénieur en chef de la propulsion sur, le module de service du vaisseau spatial Orion. Alors, justement, si on a cet échange, c'est surtout pour parler du module Orion. Est-ce que tu pourrais faire un résumé assez, simplifié pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi un petit peu le projet Orion? Alors le projet Orion, en fait, il s'inscrit dans un programme plus vaste qui est le programme Artemis, qui est en fait à la base le successeur des missions Apollo des années 70. Donc la NASA veut retourner, en fait, la NASA a une vision globale qui est de retourner faire de l'exploration humaine au-delà de l'orbite basse. Donc aujourd'hui, on est cantonné à l'orbite basse parce on ne peut aller avec des astronautes que vers l'ISS, donc c'est vraiment très proche de la Terre. Et donc la NASA a de nouveau cette ambition d'aller explorer l'espace avec des humains au-delà de cette orbite basse. Donc la vision long terme, c'est Mars, c'est les astéroïdes, c'est des lunes de Jupiter, etc. Mais on va dire la première étape pour faire ça, c'est d'abord apprendre à retourner sur la Lune, puisque c'est, on va dire, entre guillemets, la base solide la plus proche qu'on a de la Terre. Et finalement, c'est le meilleur moyen de valider toute technologie pour faire de l'exploration humaine, puisque si on est capable d'aller atterrir sur la Lune, en fait, après, on peut grosso modo aller atterrir plus ou moins partout. C'est un peu le même principe qu'on réapplique, simplement c'est de plus en plus loin. Mais les briques technologiques, si on arrive à les développer pour la Lune, on pourra les réutiliser plus tard. Donc, la NASA a cette OK. vision de l'exploration spatiale. Apollo n'existe plus, donc le nouveau programme qui s'appelle Artemis. Donc le choix du nom Artemis, c'est pas au hasard, c'est parce que Artemis c'est la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Donc et puis c'est un nom en plus féminin, donc ça colle bien. Donc maintenant, voilà, le programme Artemis de la NASA, c'est le nouveau programme qui permet de renvoyer des êtres humains au-delà de la Terre. Et donc, dans ce cadre-là, il faut plusieurs choses, mais les deux gros nouveaux produits qu'il faut développer, c'est un lanceur, donc une fusée capable d'envoyer les astronautes suffisamment loin. Donc ça, c'était l'ancienne Saturne V. Et puis, il faut un vaisseau spatial. Donc avant, c'était la capsule Apollo. Et ben maintenant, ce vaisseau spatial qui transporte les astronautes, et ben, c'est le vaisseau spatial Orion. OK. Heu et du coup, tu parlais d'une collaboration entre, l'ESA et la NASA. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a une collaboration et que c'est pas seulement un projet, soit de l'ESA, soit de la NASA? Qu'est-ce qu'il y a, de plus avec cette collaboration? Oui, alors si on repart d'Apollo, donc Apollo dans les années 70, le vaisseau Apollo, c'était un projet américain et un produit purement américain. Et là, pour Artemis, et ben la NASA s'est dit, ah tiens, ce vaisseau spatial Orion, ce serait bien de le faire en coopération internationale pour, on va dire, 2 raisons. La première, c'est très pragmatique, c'est que en fait, ça permet de un petit peu réduire les coûts, puisqu'il y a une partie du vaisseau qui n'est pas fait aux États-Unis, donc la NASA n'a pas à payer pour ça, entre guillemets. Et la deuxième, c'est aussi qu'en rendant le programme international, ça lui donne plus de chances de succès, dans un certain sens. Ça le rend plus complexe, mais comme c'est international et qu'il y a d'autres partenaires que les Américains qui sont à bord, eh bien, il est un petit peu plus robuste aux aléas de la politique intérieure américaine. Donc, concrètement, le Congrès et les députés américains, ils ne peuvent pas décider du jour au lendemain de couper les budgets de la NASA pour stopper ce programme, puisque ça mettrait en fait en péril toute une collaboration internationale avec d'autres partenaires et ça mettrait gravement en porte-à-faux la crédibilité de la NASA devant ses partenaires internationaux. Donc, c'est pour D'accord, ça que la OK. NASA, très tôt, pour être certaine que ce programme aille à son terme, s'est décidée à chercher des partenaires internationaux. Nous, côté D'accord. européen, en fait, c'était le bon moment puisqu'en fait, on avait développé la l'ATV, donc le cargo ravitailleur qui va à la Station spatiale internationale, qu'on a lancé 5 fois avec une Ariane 5.
Donc ça, c'est un produit qui est purement européen. On allait ravitailler la station spatiale et les astronautes à bord avec un cargo d'une 20aine de tonnes, qui était à peu près gros comme un bus londonien. Et c'était le seul cargo qui était capable de voler et de s'attacher à la station de manière autonome, de manière purement automatique. Et donc, en fait, on a fait valoir, nous, cette expérience-là, parce que ce programme touchait à sa fin. Donc, c'était la fin de la TV. On avait construit déjà 3, il n'y en avait que 5 à faire au total. Donc, il n'y avait pas de successeur. Et donc, l'ESA était à la recherche d'un successeur pour ce projet. Et du coup, les deux besoins ont matché, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait, le Orion qu'on connaît aujourd'hui est né sur un coin de table, entre une discussion entre le patron de l'ESA et le patron de la NASA. Ils se sont rencontrés, il a dit: ah tiens, nous on a fait ATV, on sait faire un vaisseau cargo pour du vol habité. Vous, la NASA, vous avez besoin d'un partenaire pour faire un vaisseau spatial pour aller loin. Si vous voulez, on fait une partie, puis vous faites l'autre, et puis on fait ça ensemble. Et voilà, banco. OK. Et justement, tu viens de le dire, c'est la NASA qui fait une partie et l'ESA qui fait une autre partie, du vaisseau. Alors, au niveau européen, si j'ai bien compris sur, la première rencontre qu'on a eue, c'est plus, l'aspect propulsion, qui est réalisé en Europe, c'est ça? Tout à fait. Alors, en fait, la séparation, elle est faite de manière suivante. La capsule elle-même, donc là où les astronautes vont vivre et faire leur mission, et la partie vraiment habitée, pressurisée, etc., ça, c'est américain. Ça reste vraiment le cœur du programme pour les Américains. La NASA n'est pas du tout capable enfin, n'est pas prête, on va dire, à déléguer cette tâche si critique à une agence hors américaine. Donc, ils veulent absolument garder le contrôle là-dessus. Par contre, ils ont accepté de nous déléguer le contrôle de ce qu'on appelle le module de service. Donc, le module de service, c'est la partie qui est à l'arrière du vaisseau, qui, elle, ne rentre OK. pas à la fin de la mission dans l'atmosphère. En fait, quand il a été utilisé à plein et qu'il ne reste rien dedans, il se détache de la capsule et il brûle dans l'atmosphère. Seule la capsule rentre. Et donc, ce module de service, en fait, c'est lui qui va fournir aux astronautes les éléments essentiels dont ils ont besoin pour vivre et faire leur mission dans cette capsule. Donc, en fait, on leur fournit la propulsion, comme tu l'as dit, parce que sans propulsion, ils vont nulle part avec une capsule toute seule. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'air. Donc, l'air respirable, c'est aussi nous qui le fournissons. Donc, un mélange d'azote et d'oxygène. On fournit aussi l'eau aux astronautes. On fournit tout le système de régulation thermique. Donc, la clim et le chauffage, c'est nous. On fournit aussi toute l'énergie électrique. Donc, c'est nous qui avons les panneaux solaires. Et c'est nous qui générons la puissance à partir de ces panneaux et qui surtout la régulons et la distribuons ensuite à l'ensemble du vaisseau, que ce soit le module de service lui-même ou la capsule, pour en fait couvrir tous les besoins en énergie à un moment donné en fonction de la mission. Et puis on fournit aussi un petit espace de cargo. En fait, on a un petit volume qui est non pressurisé, dans lequel on peut mettre des expériences ou autre chose. Donc, il n'est pas accessible directement par les astronautes, puisqu'il est dans le module de service qui est séparé de la capsule. Mais on peut y mettre quelque chose dedans si on a besoin. Donc, ça, voilà, on va dire c'est les fonctions principales de l'ESM, donc du module de service européen. Et bien sûr, on a toute une structure qui tient tous ces ensembles, toutes ces fonctions, et qui vient s'accrocher en fait à cette capsule. Et donc, il y a un élément en fait qui fait la transition entre la capsule et ce module de service, un élément de transition qui permet en fait de venir se fixer, de faire toutes les interfaces, les jonctions électriques, les jonctions fluidiques, etc. Et cet élément de jonction, il s'appelle le CMA. En anglais, ça veut dire Crew Module Adapter. Donc, c'est un adaptateur qui permet en fait si tu veux, d'accrocher ou de connecter le module de service d'un côté à l'arrière et la capsule à l'avant, ensemble. OK, d'accord. Autre petit point, est-ce que tu aurais peut-être des anecdotes, sur le projet qui se sont déjà déroulées? Par exemple, tu nous parlais la dernière fois de moteurs, si je me souviens bien, que la NASA avait déjà utilisés et qu'ils avaient gardés dans un hangar, pour être réutilisés plus tard? Oui, oui. Alors, c'est intéressant. Oui, ce vaisseau spatial Orion, en fait, c'est un petit peu un vaisseau Frankenstein, on pourrait le voir comme ça, puisqu'en fait, il mélange un petit peu, c'est un espèce de pot-pourri de toutes les technologies qu'on peut trouver qui sont disponibles sur le marché pour faire vite à pas cher, grosso modo, mais pour que ce soit quand même super fiable. Hein.
ne met pas en danger la vie des astronautes en faisant des économies de bout de chandelle. C'est pas la logique. Mais on cherche à utiliser un maximum de choses qui ont démontré leur efficacité et leur fiabilité. Et donc, dans ce cadre-là, typiquement, ouais, les moteurs, comme tu as annoncé, en fait, on a 33 moteurs au total sur le module de service. Et ces 33 moteurs, en fait, ils sont répartis en 3 types de moteurs différents. Il y a un moteur principal, un gros moteur, qui s'appelle l'OMZ. Et ce moteur-là, il est américain. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est un moteur qui a été développé et testé dans les années 70, puisqu'il a volé en fait sur la navette américaine. Donc, en fait, c'était le moteur qui servait à faire des grosses manœuvres en orbite par la navette américaine elle-même. Donc, la navette américaine, en fait, elle avait quasiment pas de carburant. Elle avait son gros réservoir sous le ventre. Là, si tu te souviens les images de la navette américaine qui décolle, elle a les 2 boosters blancs sur le côté, l'énorme réservoir orange au milieu, et elle est posée dessus avec les énormes moteurs. Et donc, la navette elle-même, elle a ces 3 énormes moteurs derrière. Eux, ils sont connectés au bidon principal orange. Mais si tu fais attention, derrière aussi, il y a 2 autres moteurs à droite et à gauche dans les coins. Et eux, ils fonctionnent en fait, c'est eux qui fonctionnent en orbite. Donc, c'est quand la navette américaine elle était en orbite et qu'elle n'avait plus son gros réservoir et ses boosters accrochés, c'était le seul moyen qu'elle avait encore de se mouvoir. Et donc, elle avait un petit réservoir de carburant pour faire fonctionner ses moteurs. Donc, il lui permettait de faire des transferts d'orbite, d'aller venir pour s'accrocher à la station spatiale, ensuite pour se déorbiter pour rentrer sur la Terre. Et donc, la NASA, elle avait des moteurs comme ça du shuttle en rab qui lui restaient dans un garage. Elle en a en fait, elle en avait, quand on a commencé le programme, elle en avait au total une dizaine qui lui restaient, qui dataient des années 70, quoi, qui n'avaient jamais volé. Et ils étaient là et elle ne savait pas quoi en faire. Et donc, du coup, ça tombe bien puisque le type de carburant, le niveau de poussée, les débits, etc., tout collait à peu près avec ce dont on avait besoin pour faire la mission Orion. Et du coup, la NASA lui a dit, vous savez quoi, les Européens, je ne vais pas vous payer pour que vous me développez un nouveau moteur en partant de zéro avec des risques énormes derrière. Je vais prendre ceux que j'ai dans mon garage et puis je vous les offre à titre gracieux, si vous voulez. En échange de quoi vous êtes obligé de les prendre en compte dans votre design et vous n'avez pas le choix. Voilà, Ok. et donc, du coup, il y avait, je crois, 11 ou 12 qui étaient censés encore être disponibles dans ce garage. Et puis, en fait, bien sûr, en fait, on s'est rendu compte que, en vrai, il n'y en a pas 12 qui pourront voler, quoi. Il y en a beaucoup moins que ça. On a dû en utiliser aussi quelques-uns pour faire des tests au sol de certification. Donc, nous, typiquement, tout le système de propulsion, on en a construit un modèle à l'échelle 1, une espèce de maquette fonctionnelle qui marche pour pouvoir faire tous les tests combinés, en fait. Donc, c'était la première fois qu'on a construit tout l'ensemble du système de propulsion sur un banc de test, c'était aux États-Unis. Là, il fallait lui coller tous les moteurs comme un vrai vaisseau spatial pour pouvoir en fait tester toutes les fonctions au sol et pour être certain qu'en fait, voilà, on a les bons niveaux de poussée, on est capable de pressuriser les réservoirs, on est capable d'allumer et d'éteindre des moteurs en parallèle, tout ce genre de choses. Donc, au final, il nous reste en fait en RAB qui fonctionne seulement 6 moteurs qui seront bons pour le vol. Et il n'y a pas de pièce de rechange. Je répète, c'est des moteurs qui ont été développés dans les 70 et qui ont volé dans les années 80, 90. Donc, en fait, c'est une technologie qui a 50 ans d'âge, ou 45. Et si jamais ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de pièce de rechange, où il faut en faire des nouvelles ad hoc et avec des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, voilà, utiliser ce moteur, c'est toujours une sorte de… C'est un petit peu comme si tu sortais des vieilles Mercedes des années 30 ou des vieilles Ford T de 1919 et que tu essayais de le faire fonctionner sur l'autoroute avec des Mercedes qui font à 200 à côté. C'est un peu le même genre de délire. Et c'est pour ça que du coup, à partir du numéro 7, donc de la mission Artemis 7, on est déjà en train de commencer à développer et à tester en fait un nouveau moteur principal pour le remplacer, puisqu'il n'y en aura plus, tout simplement. Ok, d'accord. Justement, tu parlais de Artemis 7, donc il y a plusieurs missions Artemis. Justement, est-ce que tu aurais des dates, peut-être des échéances de certaines grandes parties et des informations importantes à retenir sur le projet?
Alors, malheureusement, ouais, je suis pas trop habilité à parler du calendrier. Ok, Euh, d'accord. c'est très politique et en plus, c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, enfin, ou que personne en Europe maîtrise. Ok, C'est du grand d'accord. art de la NASA bon, malheureusement, c'est très difficile de s'engager sur des dates. Ce que je peux le dire quand Ok, même plus ou moins, c'est que en termes de grands jalons, on a la mission Artemis 1 qui a volé de manière parfaite quasiment là l'année dernière. Donc c'était quasiment un an jour pour jour où on est retourné autour de la Lune pour la première fois avec le vaisseau vide. mhm, C'était un très grand succès. Et on est censé ensuite retenter l'aventure avec des astronautes à bord cette fois-ci pour la mission Artemis 2. On va dire fin de l'année prochaine, donc fin 2024 ou premier semestre 2025. À horizon, voilà, 6 mois de marge, c'est à peu près ça. Et ok, donc là, la mission Artemis 2, c'est une mission qui a un profil qui est complètement différent. Peut-être on aura l'occasion d'en discuter si tu veux un petit peu plus. Donc ça, ce sera voilà, fin l'année prochaine, début 2025. Et ensuite, Artemis 3. Donc Artemis 3 qui est toujours censé être celle où on ramènera les astronautes vraiment sur la Lune, là, pour le coup. On ne fera pas que tourner ok, autour. On est censé allunir et poser le pied de nouveau. Et ce sera en particulier la première femme au monde astronaute qui posera le pied sur la Lune. Ce sera une américaine, a priori. Et donc ça, c'est la mission dont j'ai la charge, moi en particulier. Et ça, c'est très hypothétique, mais on va dire dans les plans initiaux, c'était censé être en 2026. Donc un an après Artemis 2, quoi, un an et demi après. ok, Et bon, c'est une mission qui est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, pour allunir sur la Lune, il faut toute une infrastructure qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut en particulier un alunisseur, donc comme un atterrisseur, mais pour la Lune. Le vaisseau spatial Orion n'est pas capable d'allunir. Le vaisseau spatial, il t'amène juste autour et il reste en orbite, il revient, mais il ne peut pas se poser sur la Lune. Il n'a pas assez de carburant, il n'a pas le design pour faire ça, pas sa fonction. Donc voilà, il faut un alunisseur. Une fois qu'on est aluni, il faut que les gens ils puissent sortir, aller sur la surface, faire les expériences et puis revenir, y rester pendant un certain temps. Donc voilà, il ne faut pas juste atterrir, il faut y survivre sur la surface pendant une semaine ou deux. Et puis après, depuis l'espace lunaire, il faut remonter en orbite autour de la Lune pour rejoindre le vaisseau Orion. Et ensuite, du vaisseau Orion, il faut revenir sur la Terre. Donc voilà, c'est tout un espèce de logistique spatiale qui requiert énormément de technologies, de briques élémentaires qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Et c'est difficile de se dire qu'en 2026, ils seront tous là. C'est pas impossible, ouais, mais ça paraît très ambitieux. ok, d'accord. Ouais, donc Et ça, je c'est l'horizon regarde. court terme. Et après, Ouais, l'horizon long terme, en fait, avec les missions Artemis 4, 5, 6 et puis au-delà, l'idée, c'est d'avoir en fait une présence humaine permanente sur la Lune. Donc, c'est pas comme faire pour Apollo, genre on vient, on fait la course contre l'URSS, il faut être les premiers, on arrive, on plante le drapeau, on est content. Non, c'est pas ça. Là, c'est une autre philosophie. L'idée, c'est d'avoir une présence durable humaine habitée en permanence sur la Lune. Et donc pour cela, il faut en fait construire toute une infrastructure lunaire. Donc il faudra d'abord construire une station spatiale autour de la Lune, c'est la Lunar Gateway, comme ça s'appelle. Donc là, avec Orion et les missions Artemis, nous, on va amener les modules de cette station autour de la Lune un par un peu comme on a fait avec la station spatiale internationale, où on amenait des modules pour les assembler ensemble. Là, on va faire la même chose autour de la Lune cette fois-ci. Et donc d'accord, l'ascenseur, pour faire ça, ce sera notre vaisseau Orion. Et puis, en parallèle de ok, ça, il y aura des ascenseurs entre cette station spatiale lunaire en orbite autour de la Lune et la surface de la Lune elle-même, qui permettront aux astronautes de monter et descendre. Et quand ils descendront sur la surface lunaire, là, ils resteront pas dans leur alunisseur. Ils iront en fait dans une base lunaire permanente au sol qui sera construite en dur, où ils pourront vivre à l'intérieur comme dans une espèce de maison ou dans une espèce de grotte. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera exactement, mais il y aura vraiment un village, mais un hameau sur la Lune pour que des équipages entre 3, 4 personnes puissent en permanence y vivre et puis faire des rotations entre la Lune et la Terre de manière régulière. En fait. Donc, toute cette infrastructure va prendre du temps à se mettre en place. Donc, ça va arriver, je pense, jusqu'à Artemis 7, 8, 9. Et puis, une fois qu'on aura ça qui fonctionne et qui sera de manière routinière, en fait, où on aura toujours un sorte de balai
entre la Terre et la Lune qui se mettra en place au fur et à mesure du temps, avec des voyages réguliers tous les 6 mois, tous les 3 mois pour des rotations d'équipage. Et ben là, on se mettra ensuite à la quête de Mars. Et donc, on utilisera les ressources de la Lune et la station lunaire Gateway pour, en fait, directement depuis cet endroit-là, aller vers Mars, soit avec un vaisseau spatial Orion amélioré, c'est a priori le plan, ou peut-être avec encore complètement autre chose. Mais c'est ça l'idée. D'accord, OK. Et ben, c'est nickel parce que tu as un petit peu répondu à la toute dernière question que j'avais. C'était, toi, ton point de vue justement, sur le futur de la conquête spatiale, c'est quoi? Bah, là, du coup, tu as parlé un petit peu de la vie sur la Lune, la vie sur Mars, je pense que vous êtes, aussi un petit peu en train d'y réfléchir, même si c'est pas forcément pour tout de suite. Mais, toi, c'est quoi ton point de vue sur l'avenir de la conquête, spatiale? Intéressant ça, comme question. Alors, je dirais qu'en fait, il y a 2 aspects, je pense. Le premier aspect, ce qui est intéressant, c'est le changement de paradigme qui est en train de se mettre en place sur l'aspect orbite basse autour de la Terre. L'idée maintenant des agences, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe autour de la Terre en orbite, ça va devenir du commercial et ça va être géré par des sociétés privées. Donc, ça va plus être, entre guillemets, le business des agences nationales comme l'ESA, l'ESA ou quoi, d'envoyer les astronautes autour de la Terre pour faire des expériences comme ce qu'on fait sur l'ISS aujourd'hui. Ça, c'est un business qui est dépassé. Et du coup, c'est maintenant au secteur privé de prendre le relais. Les agences gouvernementales ont démontré que c'était possible. Elles ont investi énormément d'argent et de temps et de compétences pour monter en gamme et démontrer les technos. Maintenant, c'est les technos qui sont matures au niveau des industriels. Donc, c'est aux industries de développer un business qui tient la route et qui reste pour l'orbite basse. Donc ça, c'est un premier point pour la conquête spatiale. C'est pas loin, certes, mais c'est un gros changement de paradigme. Et là, il se passe énormément de choses en ce moment dans le monde du spatial, dans le New Space, dans le monde entier, avec plein de projets qui se montent de stations spatiales privées, de nouvelles capsules pour faire justement du ravitaillement en orbite, pour amener les astronautes, pour produire aussi directement dans l'espace à partir de l'impression 3D, faire des médicaments, du tourisme aussi spatial qui se développe dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment une appropriation de l'orbite basse terrestre par le secteur privé qui est assez fascinante. Et puis, du coup, pour aller plus loin maintenant, donc ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, pour le point numéro 2, donc au-delà de l'orbite terrestre basse, moi, je trouve que je suis hyper chanceux en fait d'être de cette génération parce que en fait, les astronautes, ils en parlent, mais quand ils sont venus nous voir à Brême, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est pas juste un mot. Mais en fait, ma génération, on est la génération Artemis. C'est comme les gens à l'époque qui ont vécu Apollo, qui ont connu Neil Armstrong et les gens qui ont posé leurs pieds sur la Lune, sont partis de l'Apollo 1 en 60 et quelques jusqu'à 69 ou même 72 jusqu'à la dernière mission Apollo 17. Ça a marqué toute une génération. Les gens qui ont vécu ça dans leur chair, qui sont aujourd'hui retraités, sont encore des demi-dieux aux États-Unis. Et ça a imprégné toute la société. C'est vraiment Apollo, ça parle à tout le monde. Dans le monde entier, où tu dis Apollo, tout le monde connaît. Et là, avec Artemis, on est en train de vivre la même chose. C'est pas encore aussi flagrant parce qu'on est en train de le faire. Mais nous qui sommes à l'intérieur et qui voyons les astronautes là et on va les envoyer autour de la Lune, on se rend compte que oui, en fait, on est en train d'écrire une histoire nouvelle et c'est extrêmement passionnant et au quotidien, ça permet un petit peu de tenir le niveau de stress et de travail qu'il faut fournir parce que c'est une mission qui est extrêmement noble. Et du coup, en fait, nous, on repose la première pierre pour aller plus loin parce que Apollo, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas une vision long terme pour faire de l'exploration. C'était juste toutes les premières spatiales, c'est les Russes qui l'ont faites. La seule première qu'ils n'ont pas faite, c'est aller sur la Lune. Alors, les Américains, pour leur ego, il fallait qu'ils aillent d'abord. Bon, OK. Mais là, il n'y a pas de compétition avec la Russie. Là, le but, ce n'est pas de reporter le drapeau américain. Ils l'ont déjà fait une fois. Le but, là, c'est vraiment une vision vraiment très long terme avec des partenaires internationaux. Il y a le Japon, le Canada qui seront dans cette Lunar Gateway aussi. C'est un petit peu une sorte de transhumanisme. C'est de se dire, OK, la Terre est le berceau de l'humanité. L'humain, la vie, elle est apparue sur Terre comme on la connaît, mais on a, entre guillemets, peut-être gagné le droit d'être une espèce qui n'est pas que terrienne. Et à la fin, si on pense que l'humanité a gagné le droit
de survivre à la Terre, parce que la Terre n'est pas éternelle. Le Soleil a déjà vécu la moitié de sa vie, donc voilà, il y aura plus de Terre à la fin. Si on pense que l'humanité a le droit de continuer à vivre au-delà de la Terre, bah, on est en train de poser la première pierre pour que, oui, l'humanité se perpétue au-delà de la Terre qu'il a vu naître. Et c'est quelque chose c'est une idée qui nous fait naître énormément de discussions et de débats, qui est très inspirante, parce que quand on voit tout ce qu'on fait sur la Terre elle-même, comment on la maltraite, comment on la fout en l'air, on se dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on s'amuse à faire la même chose sur d'autres planètes. Hein. Ça me rappelle beaucoup la discussion dans le film Matrix entre l'agent Smith et Neo qui compare l'humanité à un virus. Et je me dis que ouais, si nous, on ne progresse pas en tant qu'espèce humaine, ce n'est pas forcément une bonne idée qu'on aille faire des saloperies ailleurs. Mais en même temps, c'est une sorte de cercle vertueux. Si on va sur une autre planète, avec la connaissance qu'on a de la Terre, aller sur une autre planète, ça va nous aider aussi à mieux comprendre la Terre. Ça va nous aider à comprendre à quel point elle est unique, à quel point elle est belle, à quel point ça restera, quoi qu'il se passe, notre maison. L'humanité, quoi qu'il se passe, peu importe où on ira loin, elle sera quand même née sur la Terre. Et dans une espèce de jeu de miroir, depuis Mars, on peut se rendre compte vraiment à quel point la Terre est précieuse. Parce qu'en fait, sur Mars, bah, il n'y a quasiment pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau liquide. C'est extrêmement dur de faire quoi que ce soit, même d'y aller et d'y revenir. Juste pour les communications, si je veux passer un coup de fil, j'ai 20 minutes de délai entre ce que je dis, moi, quand je parle au micro, et mon interlocuteur, ce qu'il entend. Donc, en fait, ça va, je pense, nous décentrer un petit peu, nous les humains. Ça va nous donner de l'humilité, je pense. Et puis, ça va nous forcer à, si on veut, comment dire, si on veut aller sur Mars ou sur notre planète un jour, dans un avenir proche, elle sera pas loin. Donc, à part Mars, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein, les options sont assez limitées. Et si on veut vivre sur Mars en permanence, on n'a pas le choix. Il faudra changer Mars, dans le sens où il faudra ce qu'on appelle la terraformer, la rendre habitable comme une terre. Et pour faire ça sur Mars, c'est un peu bête à dire, mais en fait, il faudra la polluer comme on est en train de polluer la Terre. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut augmenter les gaz à effet de serre, il faut densifier l'atmosphère pour qu'en fait, la planète Mars se réchauffe et que le peu d'eau qui reste, qui est à l'état de glace, en fait, devienne liquide, qu'il y ait de nouveau des océans et que l'atmosphère soit suffisamment dense pour protéger la surface martienne des rayons solaires. Et donc, du coup, entre guillemets, la pollution qu'on fait et ce qu'on est en train de comprendre sur le climat terrestre pour le sauver, ça va nous aider énormément à rendre Mars habitable. Et inversement, tout ce qu'on fera en ingénierie du climat sur Mars, ça nous aidera aussi énormément à mieux comprendre comment sauver la Terre. Et donc, c'est tout un… Oui, en fait, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et je pense que de la juger de brut en blanc tout de suite aujourd'hui en disant oui, mais en fait, c'est beaucoup trop d'argent, on a d'autres soucis, il y a d'autres priorités à faire. L'exploration spatiale, c'est pour les riches, il y a plus urgent. En fait, non, ça va ensemble. Je ne peux pas compter le nombre de données, de paramètres qui aujourd'hui sont observés depuis l'espace par les satellites, qui vont nous permettre de sauver la Terre, qui nous permettent de comprendre le climat, de l'observer, de le modéliser, d'anticiper les problèmes, de se préparer et de trouver des solutions. Sans l'espace, on polluerait la Terre de la même manière, mais on n'aurait aucun moyen d'agir contre ça et de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est grâce au fait qu'on a investi dans l'espace et dans ces technologies, ça paraissait peut-être un petit peu illusoire au départ, mais aujourd'hui, grâce à toute cette infrastructure qu'on a autour de la Terre qui tourne autour de notre tête, on va être capable, entre guillemets, de se sauver. Ça va énormément nous aider. Et donc, aller explorer la Lune, aller explorer Mars, ça peut paraître complètement utopique aujourd'hui et totalement hors propos, mais en fait, on ne peut jamais, comment dire, préjuger ou présager à l'avance de ce qu'on va trouver quand on explore. C'est le principe de l'exploration. Et on va trouver, enfin, je suis sûr, on trouvera des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument y aller. Ça ne peut pas être perdu. Ok, bah, super intéressant. Bah, merci beaucoup. Je vais pas te retenir plus longtemps vu que je pense que tu as encore beaucoup de travail. Oui, j'ai le next meeting, ouais, j'ai la réunion suivante qui commence. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu as pris.